Ravie de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis très heureuse d'être avec vous pendant une heure comme au rendez-vous. Donc nous avons des thématiques différentes et ce matin nous allons parler de l'endométriose. Elle était encore méconnue il y a quelques années. L'endométriose touche pourtant 6 à 10% des femmes en âge de procréer, ce qui fait de cette maladie un véritable enjeu de santé publique. Pourtant, certaines femmes peinent encore à avoir un diagnostic et c'est parfois au cours d'un test de fertilité que cette maladie est découverte. Alors, quels sont les symptômes de l'endométriose? Comment la soigner? Et donc, a-t-elle forcément un impact sur la fertilité? Toutes ces questions seront élucidées donc avec notre invité ce matin. Nous aurons le plaisir de recevoir le professeur Cassie Nessima. Donc, elle est professeure en gynécologie à l'hôpital de Cuba. Ça sera dans la deuxième partie de notre émission et vous pouvez bien entendu nous appeler au 021 dès maintenant. Nous appeler au 021 23 98 91. Vous pouvez même laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Donc, si vous souffrez d'endométriose, ou quelqu'un dans votre entourage en souffre, aussi une femme de votre entourage en souffre, vous pouvez nous appeler pour témoigner et donc nous dire comment vous vivez cette maladie dans votre vie quotidienne. Comme je vous l'ai dit, c'est dans la deuxième partie et dans la première partie de l'émission. D'abord, on va commencer par parler d'un légume, plutôt d'un fruit de saison que l'on retrouve sur les étals. Et juste après, on aura Wided Agabi qui, elle, nous parlera des douleurs chroniques, mais méconnues. Tout à fait. Bonjour Wided. Bonjour. Bonjour, ravie de te recevoir. Le plaisir est pour moi, toujours. Alors, donc, on va parler de douleurs que on n'arrive pas un petit peu à trouver l'origine, c'est ça? Exactement, oui. Très bien, très bien. Donc ça sera juste après le jingle. L'info du jour, comme je vous l'ai dit, c'est un petit fruit qu'on retrouve sur nos étals du début de l'automne jusqu'à, on va dire, presque à la fin de l'hiver. Nous allons parler de la mandarine. Est-ce que c'est un fruit que tu aimes, Oui, Wided? beaucoup. C'est un fruit que tu apprécies? Exactement. D'accord. Sais-tu la différence entre mandarine et clémentine? Un tout petit peu, oui. Un petit peu. C'est vrai que c'est peut-être compliqué on va dire, à faire un petit peu la différence, mais au niveau du goût, on sent réellement, on va dire, une grosse différence entre la mandarine et la clémentine. Oui. Voilà. Donc, la mandarine, qui est, on va dire, la grande sœur de la clémentine, donc c'est vraiment un fruit qui est arrivé, on va dire, un petit peu en Europe et dans tout le bassin méditerranéen il y a quelques siècles. Donc, c'est un fruit qui est originaire, en fait, d'Asie centrale. Petit à petit, il est arrivé en Europe. Au début, donc, c'était un petit fruit. La mandarine est un petit fruit parfumé avec une peau qui est épaisse, généralement rugueuse, mais en fait l'intérieur est très sucré. Donc la chair est charnue et sucrée. Le seul petit bémol, c'est qu'elle a beaucoup de pépins. Donc c'est pour ça qu'après, avec toutes les petites manipulations des humains, on sait très bien qu'on a beaucoup manipulé pour avoir de meilleures variétés. Oui. Donc on a fini par créer, donc il y a à peu près un siècle, donc le père Clément on va dire, créé la clémentine, d'où le nom de clémentine, donc qui a pris son nom. Et en fait, c'est une variété qu'il a croisé donc une mandarine avec un orangé, donc une orange douce, et ça a donné donc, cette clémentine à la couleur un peu plus foncée, qu'on peut voir que la peau de la clémentine est un peu plus foncée et surtout dénuée de pépins. Oui. Sauf qu'entre-temps, par contre, on a perdu un petit peu de goût et de parfum. C'est vrai qu'elle est un peu moins parfumée, on va dire beaucoup moins parfumée que la mandarine, parce que la mandarine est très parfumée. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai qu'elle a beaucoup de pépins. Oui, son odeur est très particulière. Exactement. Comparée à la clémentine, riche en vitamine C. C'est vraiment le moment d'en profiter, on va dire c'est presque la fin. Il faut savoir que quand même la période de la clémentine est assez courte. Oui, tu en as profité un peu? Oui, fait le plein? Surtout en ce moment pour justement booster un petit peu avec la vitamine C pour notre santé. Donc, voilà, l'hydratation. Exactement, oui, avec tous les virus. Donc c'est un très bon fruit pour justement faire face
Voilà. Effectivement, donc on la retrouve, comme je vous l'ai dit, avec des prix vraiment abordables, hein, parce que c'est vrai au début, quand elle arrive sur les marchés, elle est un petit peu, le prix est élevé, c'est normal, c'est les primeurs. Mais après, là, maintenant, franchement, on va dire que la récolte bat son plein, on a de très très belles terres, donc elle est cultivée maintenant un peu partout. Autrefois, la métidja, donc qui disait métidja, parlait d'agrumes, on parlait de cette riche production d'agrumes. Mais il faut savoir que maintenant, il y a énormément d'autres wilayas, entre autres Tipaza, aussi d'autres wilayas qui, on va dire, concurrencent un petit peu la métidja et on la retrouve, on va dire, sur tout le territoire national de nos jours. Exactement. Voilà, donc, la nôtre, elle est très bonne. Elle est excellente. Oui. Effectivement, j'en ai goûté quelques-unes donc, qui venaient d'ailleurs. Franchement, la nôtre, gorgée de soleil, gorgée d'eau aussi. Même si cette saison, la pluviométrie n'a pas joué, on va dire, n'a pas joué son rôle. Oui, mais étant donné que les agriculteurs veillent au grain, donc ça a été arrosé, bichonné. Et on a donc le plaisir d'avoir ces clémentines. Profitez-en. Après, on n'aura que les oranges pour finir l'hiver. Voilà, exactement. Voilà donc pour l'info du jour entre clémentine et mandarine. Et tout de suite, on va passer à toi, Vided, donc avec l'avis de l'expert. Alors, donc, les douleurs chroniques méconnues, c'est quoi exactement, Vided? Alors, les douleurs, déjà, la douleur, elle est, donc c'est une perception, c'est une sensation, mais aussi une émotion. Donc, il y a deux parties dans la douleur, donc l'émotion et la sensation. Et puis, notre système nerveux, donc, il a une partie dédiée à la perception de la douleur. C'est très important pour notre corps parce que dès qu'on aperçoit cette douleur ou on va la sentir, donc, on pourra éviter donc, les dangers. Donc, c'est un système d'alarme de notre cerveau qui va nous alerter contre des dangers justement. Et donc au niveau de notre cerveau, il y a cette perception de la douleur, mais aussi cette perception, elle est, on va dire, contrôlée par les émotions. Donc il y a une liaison entre les deux. Est-ce qu'il y a une échelle pour la douleur ? Justement, donc il y a une échelle pour la douleur. Donc on demande au patient et c'est lui qui va nous décrire sur une échelle la gravité, exactement, la gravité de sa douleur ou la sévérité de sa douleur. Et la perception de la douleur diffère d'une personne à une autre. Effectivement. Voilà, il y a des personnes qui sont plus susceptibles à sentir la douleur. Plus sensibles, on va dire plus sensibles que d'autres. Exactement. Déjà, on a les femmes qui sont plus sensibles que les hommes. Aussi, des fois, c'est l'inverse. Des fois, les femmes sont beaucoup plus courageuses. C'est vrai. En fait, les femmes, elles sont plus sensibles que les hommes, mais on va dire, notre société, on a fait que on est plus courageuse. Voilà. Donc, on va dire supporter la douleur plus. Voilà, exactement. On va moins se plaindre. Exactement. Et puis donc aussi on a la prédisposition génétique et l'environnement là où on vit. C'est ce qui fait que on va sentir la douleur d'une façon différente l'un par rapport à l'autre. Ces douleurs, donc il existe plusieurs types. On a déjà la douleur aiguë et la douleur chronique. Donc la douleur aiguë, c'est généralement une urgence, un système d'alarme. Donc notre corps, il nous dit que voilà, il y a quelque chose, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Et parfois, justement, ça peut cacher une urgence, notamment par exemple la douleur de l'appendicite aiguë. Donc c'est une douleur qui est vraiment violente, comme ça, d'une manière brutale, elle apparaît et il s'agit d'une urgence. Et les douleurs chroniques, là, c'est autre chose. Ce sont des douleurs qui vont durer dans le temps, donc ça dépasse les 3 mois. Donc, au moins 3 mois de douleur pour parler d'une douleur chronique. Donc de 3 mois continus, exactement. Donc sans interruption, on va dire. Tout à fait. Donc c'est des douleurs continues pendant 3 mois, ça ne disparaît pas et voilà. Donc la personne, elle commence à s'inquiéter. Il y a plusieurs causes pour cette douleur chronique et à quel moment il faut s'inquiéter. Donc, à quel moment il faut s'inquiéter? Donc après 3 mois, il faut vraiment prendre les choses au sérieux? Oui. Donc dès qu'on a une douleur qui va durer dans le temps, plus de 3 mois, là il faut s'inquiéter et consulter un médecin. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à remettre après, oh c'est rien, ça va passer, oh demain ça ira mieux. Exactement. On a un petit peu cette tendance à minimiser, on va dire, les choses et attendre que les choses se calment. Donc si ça continue, ça se maintient, donc là vraiment il faut consulter. Exactement. Donc ça peut cacher une maladie, ça peut avoir, il existe plusieurs causes pour les douleurs chroniques, par exemple notamment les fibromyalgies qui n'ont pas de cause. Après, pour dire qu'il s'agit de fibromyalgie, il faut éliminer toutes les causes qui peuvent
peuvent donner une douleur chronique pour parler de fibromyalgie. Et les causes qui peuvent donner des douleurs chroniques, notamment par exemple les douleurs inflammatoires qu'on rencontre dans les rhumatismes. Donc c'est des douleurs articulaires qui sont vraiment tous les jours, ça altère la qualité de vie de la personne. Il y a aussi les douleurs pelviennes, donc qu'on rencontre au cours de l'endométriose, pardon, c'est le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Et aussi on a les douleurs donc ostéo-squelettiques, comme les tendinites, donc l'arthrose aussi. On a les douleurs aussi qui sont neurologiques ou neuropathiques. Là, c'est comme, par exemple, chez les diabétiques, ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. C'est une douleur qui va s'installer et reste pendant longtemps. À quel endroit elle s'installe, cette douleur? Il y a un endroit précis? Généralement, c'est en gants et en chaussettes. Voilà, donc on l'appelle comme ça. D'accord. C'est les extrémités, donc c'est les membres, ça commence au niveau des membres, et puis ça peut toucher même d'autres systèmes nerveux, notamment donc la vessie et tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la neuropathie végétative. Et puis donc on a les douleurs qui sont dues justement à la fibromyalgie qui n'a pas de cause. Donc il existe plusieurs causes pour ces douleurs chroniques. Pour savoir laquelle des causes, il faut justement consulter et ne pas négliger une douleur. Est-ce que les céphalées rentrent dans cette catégorie? Oui, tout à fait. Donc les migraines. Les migraines, c'est parmi les... D'ailleurs, on ne sait pas exactement quelles sont les causes, l'origine de la migraine. Donc là, c'est l'une des douleurs chroniques, justement. Beaucoup en souffrent. Et, entre autres, moi, j'en souffre et j'en ai souffert pendant des années. Mais en fait, il m'a fallu, on va dire, plusieurs dizaines d'années pour arriver à savoir un petit peu qu'est-ce qui déclenche, quel élément déclencheur. Par exemple, le froid, en ce qui me concerne, le froid, le bruit et surtout le manque de sommeil. En fait, si je n'aime pas mes heures de sommeil, c'est systématiquement une migraine après. Voilà, donc comme tu l'as bien dit, ça a pris des années déjà pour comprendre cette douleur, s'adapter à cette douleur, lui trouver une solution. C'est ça le problème avec les douleurs chroniques. C'est que c'est des gens, parfois, ils ne sont pas compris, ils n'arrivent pas à exprimer cette douleur et le fait de ne pas pouvoir l'exprimer, de ne pas comprendre ce qui se passe, ça aggrave la situation, ça aggrave la douleur. C'est frustrant déjà, c'est absolument frustrant. Oui, c'est un cercle vicieux, donc la personne, elle commence à rentrer donc, dans le côté psychologique, à avoir donc, des inquiétudes, ça aggrave encore la douleur, ça accentue le symptôme, on va dire la maladie, parce que la douleur, elle ne devient plus un symptôme, c'est une maladie après. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont pas écoutés, qui sont mal compris, parfois même que ce soit par l'entourage ou malheureusement parfois par des médecins. Professionnels. Oui, tout à fait. Donc, on entend toujours la phrase ça se passe dans votre tête. Oui, c'est vrai, ça on l'entend souvent. Oui, ça se passe dans ta tête. Exactement. Oui, alors que non. Non. Donc la douleur, si on sent une douleur, c'est que notre corps, il nous envoie un signal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une alerte. Voilà, exactement une alerte. Il faut écouter son corps. Et ne pas négliger, banaliser des douleurs comme ça, surtout celles qui persistent dans le temps. Donc ça peut être un problème grave, comme ça peut être un problème, un problème de santé qu'on pourra régler avec un bon suivi, un bon diagnostic et un bon suivi par un professionnel. Et en même temps, donc, une maladie ou un problème qui est pris, on va dire, pris très tôt, guérit beaucoup mieux. Exactement, oui, tout à fait. Donc, par exemple, ce qu'on appelle l'hernie discale, la douleur, par exemple, c'est une douleur qui va durer dans le temps. Et si la personne, elle ne va pas consulter, elle ne va pas avoir tout ce qui est suivi. Oui, juste anti-inflammatoire, histoire d'arrêter la douleur, mais en fait, on repousse juste l'échéance d'aller voir un spécialiste. Exactement, oui. Donc, ça va encore aggraver, surtout si la personne, elle ne sait pas c'est quoi le problème et elle ne va pas suivre les règles hygiéno-diététiques, elle va encore aggraver ce problème. Et donc, comme tu l'as bien dit, Myriam, on va retarder l'échéance de guérison. Voilà. D'accord, voilà, très bien. Donc, juste pour dire que les douleurs chroniques peuvent cacher une cause, donc ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à justement partager cette sensation qu'on est en train de sentir avec un professionnel qui pourra nous guider parce qu'il existe des traitements, il existe tout un suivi, donc que ce soit d'ordre, on va dire, médicamenteux ou d'ordre psychologique, parce que aussi il faut justement
les suivre sur le plan psychologique, parce que quand même, comme je vous l'ai dit, c'est un cercle vicieux. Il y a quand même un petit sentiment de culpabilité, surtout si les gens qui sont dans l'entourage, ils disent que donc toujours minimiser, banaliser, ça c'est pas bien en fait. C'est des caprices, non, c'est rien du tout, ça se passe dans votre tête. Donc ça va encore donner cette sensation de culpabilité et c'est des sensations négatives qui vont encore aggraver cette douleur parce que c'est lié. Les sentiments et la perception de la douleur sont vraiment liés. Il y a des centres de douleur? Oui, la consultation antidouleur, ça existe. Bon, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est les gens qui sont suivis pour un cancer et tout, mais il existe la consultation antidouleur, il existe aussi des séances, parce qu'on accompagne tout ce qui est médicamenteux, on l'accompagne par on va dire, un coaching, tel que par exemple l'hypnose, les séances de relaxation, les séances de yoga aussi. Il y a ceux qui font aussi de l'acupuncture, ça aide beaucoup. La médecine parallèle, ça aide aussi. Et donc, ça soulage pour certaines personnes. Pour certaines personnes, voilà. Très bien. Donc, le conseil qu'on va donner à nos téléspectateurs, c'est donc si vous avez des douleurs, donc il y a des centres de douleurs. Donc, on a dit à l'hôpital Mustapha, oui, ça existe l'hôpital Mayo aussi. Oui, les CHU, on a ce qu'on appelle des centres antidouleurs. Centres antidouleurs, j'ai dit centres de douleur. Ça, c'est par contre, non, je ne vous conseillerais pas. Donc, des centres antidouleurs, l'hôpital Mustapha et l'hôpital Mayo. Exactement. Voilà. Oui. Donc, ne pas hésiter à consulter, il existe des solutions et les professionnels de santé vont les orienter. Très bien. Merci beaucoup, Wided. Merci, Mariam. Merci. On continue donc tout de suite notre émission et on se retrouve juste après ces images avec le professeur Cassie.
De retour sur notre plateau, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous parlons d'endométriose, donc cette maladie qui touche 6 à 10% des femmes dans le monde. Et en fait, c'est une maladie un petit peu taboue, on n'en parle pas suffisamment, les femmes n'en parlent pas aussi, et c'est généralement aussi assez minimisé. Et comme je vous l'avais annoncé, j'ai le plaisir de recevoir donc le professeur Kassi Nassima. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je tiens à remercier tout d'abord chaleureusement Canal Algérie, et en particulier vous et Madame Farida pour cette invitation et parler d'un sujet aussi important que l'endométriose. Merci professeur Kassi. Donc vous êtes chef d'unité au l'EPH de Cuba. Tout à fait. Donc merci d'être là. Alors l'endométriose. On va commencer par le commencement. Hein. On va d'abord expliquer qu'est-ce que l'endométriose. Très bien. Bon, d'abord, il faut savoir que l'endométriose, elle touche quand même 10% des femmes en âge de procréer sur l'échelle mondiale, et cela représente une femme sur 10. Et pour parler de définir l'endométriose, il faut d'abord parler un peu de l'anatomie de l'appareil génital féminin. Il faut savoir que l'utérus, au niveau de l'utérus, on a une face interne, c'est ce qu'on appelle la muqueuse utérine. Elle est constituée de cellules endométriales. Ces cellules, elles sont censées être à l'intérieur de l'utérus. Lorsqu'elles migrent, et lorsqu'elles se localisent au niveau d'autres organes, c'est ce qu'on appelle l'endométriose. C'est une localisation inhabituelle, ectopique des cellules endométriales. Et ces cellules subissent les variations hormonales sécrétées par les ovaires. D'accord. Donc en règle générale, normalement, l'endomètre, donc voilà, ces cellules endométriales doivent être à l'intérieur et être évacuées tous les mois par les menstruations. Tout à fait. Cette muqueuse ou ces cellules endométriales, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que s'il y a fécondation, donc grossesse, elles vont recevoir l'embryon, le bébé. Et s'il n'y a pas, elles vont être évacuées sous forme de règles, sous forme de menstruation. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, certaines cellules s'échappent. En fait, ne prennent pas la voie normale, remontent vers l'intérieur. Exactement, tout à fait. Ça, autrement dit, vous m'avez posé la question indirectement, comment on peut avoir cette endométriose? C'est ça. Oui. Généralement, bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la physiopathologie de l'endométriose, elle est mal connue, elle est inconnue. Mais il y a plusieurs facteurs multifactoriels avec intrication de facteurs prédisposants, tels que les facteurs génétiques, immunologiques, etc. Et dans ce cas, l'étiologie la plus, on va pas parler d'étiologie, on va parler de théorie. La théorie qui prédomine, c'est quoi? C'est la théorie de la régurgitation menstruelle. Je m'explique. C'est-à-dire, toutes les femmes, pendant les règles, normalement, ces cellules endométriales doivent être évacuées par voie normale. Il y a une petite quantité qui va passer par les trompes, physiologiquement, chez toutes les femmes. Et nous, notre organisme et notre système immunitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort naturelle, la mort programmée. Et elles vont tuer ces cellules. Ces cellules qui se sont échappées. Exactement, tout à fait. Et pour ces femmes prédisposantes, il va pas y avoir elles vont survivre à cette apoptose. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces cellules endométriales? Elles vont se greffer, s'implanter et suivre les mêmes variations hormonales. C'est-à-dire, la femme, durant ses règles, quand elle va saigner, elle va avoir mal, elle va aussi avoir mal au niveau des autres localisations. Là où se trouvent les cellules endométriales, elle va saigner et elle va avoir mal. D'accord. Voilà, ça c'est la première théorie, ce qu'on appelle la théorie du reflux tubaire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs favorisants. Professeur, quels sont les symptômes les plus courants qu'on rencontre? Très bien. Bon, pour les symptômes les plus courants, premièrement, c'est la dysménorrhée. D'accord. La dysménorrhée, c'est quoi? C'est les règles douloureuses. C'est des règles très douloureuses, très invalidantes. Généralement, c'est des règles douloureuses tardives et secondaires. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire tardive et secondaire? Qu'est-ce que ça veut dire tardive et secondaire? C'est qu'elles surviennent généralement. Elles surviennent généralement à quel moment donc dans la période? Est-ce que c'est uniquement pendant les règles que ces douleurs apparaissent,
ou est-ce qu'au contraire, c'est, on va dire, pendant tout le mois, ces douleurs? Bon, voilà, ces douleurs, je disais à Madame Mariam que c'est des douleurs qui surviennent généralement d'une manière secondaire et tardive. Qu'est-ce que ça veut dire secondaire? Oui. Secondaire, généralement, ne survient pas le premier jour des règles, c'est à partir du deuxième, troisième jour des règles. D'accord. Et tardive, elles surviennent généralement dans la deuxième partie de la vie génitale, c'est-à-dire à l'âge de 25 ans, 30 ans, ou bien autrement dit, 7 à 10 ans après la puberté, après la ménarchie. C'est pour ça au début, c'est-à-dire la patiente quand elle vient consulter, elle vous dit mais moi docteur, moi j'avais pas ça. Quand j'avais mes règles, j'avais pas ça. C'est ça. Généralement elle se manifeste tardivement. Donc en ce qui concerne les douleurs, généralement est-ce que c'est juste des douleurs abdominales? On peut avoir aussi donc des douleurs au niveau du dos. On peut aussi donc avoir, on va dire, des douleurs vraiment qui vont, on va dire, handicaper la personne. Tout à fait, exactement. Je vous ai dit que c'est une douleur invalidante qui peut engendrer même l'absentéisme. La patiente, si c'est une étudiante, elle peut pas partir. Si elle travaille, elle peut pas travailler. C'est-à-dire, il y a un retentissement sur la vie de la patiente. C'est des douleurs invalidantes parce que bon, les douleurs des règles, ça existe. Mais c'est des douleurs. Justement, est-ce qu'on va faire un petit peu la différence entre les douleurs des règles sont-elles les mêmes que l'endométriose? Est-ce que toute femme qui a des douleurs de règles a une endométriose? Très bien, voilà. Non, c'est pas toutes les douleurs. Ça veut dire que c'est une endométriose. Parce que vous savez qu'on peut... D'ailleurs, quand est-ce qu'on dit que l'endométriose est une maladie? Lorsqu'elle engendre des symptômes, lorsqu'elle engendre des douleurs ou une infertilité. Si elle n'engendre pas ces symptômes, et ni douleur ni infertilité, c'est pas une maladie. On peut avoir une femme tout à fait normale qui a des enfants, elle a des règles, c'est-à-dire pas de douleur normale, mais si de découverte fortuite, peut-être elle a fait une appendicite, elle s'est fait opérer pour appendicite, et au moment de l'intervention, on trouvait qu'elle a une endométriose. On ne peut pas parler d'une maladie. Parce qu'elle était totalement asymptomatique, c'est qu'elle n'était pas malade. On parle d'endométriose lorsqu'il y a des symptômes, lorsqu'il y a des douleurs, il y a une infertilité, retard à concevoir. Là, on parle d'une pathologie. Là, ça devient une maladie. D'accord, à ne pas confondre avec les douleurs de règles sont tout à fait normales. Les douleurs de règles, il y a des douleurs, mais c'est des douleurs quand même supportables. Qui répondent quand même aux antidouleurs minimes. Voilà, mais ça peut attirer quand même. Comme je vous ai dit, le premier symptôme, c'est la dysménorrhée, c'est-à-dire c'est des règles douloureuses. On peut avoir aussi d'autres symptômes. Les autres symptômes, on peut avoir aussi des douleurs digestives. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Madame Mariam, c'est que ces cellules, elles peuvent se greffer n'importe où. Elles peuvent se greffer au niveau du cerveau. Justement, on a dit qu'elles peuvent même migrer jusqu'au cerveau, dans le système respiratoire. Tout à fait. On peut avoir un pneumothorax cataménéal. On peut avoir, heureusement que c'est rare, mais elle peut migrer n'importe où dans le corps humain. Alors, la symptomatologie, elle va être en fonction de sa localisation. Donc, on peut avoir des troubles digestifs, c'est-à-dire douleur à la défécation, cataménéale. Quand on dit cataménéale, c'est-à-dire pendant les règles. Elle s'exagère pendant les règles. Elle peut avoir aussi une douleur mictionnelle. On peut avoir une douleur mictionnelle, surtout au moment des règles. C'est-à-dire, c'est en fonction des symptômes, on peut s'orienter vers la localisation de l'endométriose. Il y a aussi un symptôme très très important, vous allez me le dire, Madame Mariam, c'est l'infertilité. L'infertilité, justement. J'aimerais bien qu'on revienne sur ça à propos de l'infertilité. On va juste prendre un appel. Nous avons un appel de Béjaïa. Bonjour. Lydia, bonjour. Allô, bonjour madame. Bonjour Lydia. C'est Lydia de Béjaïa. Marhaba bik, Lydia, merci de votre appel. Les émissions que vous faites à chaque semaine. Merci. Voilà, je voudrais participer un petit peu et poser quand même une ou deux questions. Allez-y. Voilà, c'est bon, à mon sujet, à moi, je suis grand-maman, bien sûr. Allah ibarak. Moi, avant qu'il compte frère, j'avais eu mes règles à l'âge de 14 ans, 13-14 ans. J'ai beaucoup souffert je crois on appelait ça les dysménorrhées, quelque chose comme ça, non? Bon, des douleurs de règles, voilà, très exactement. Vraiment, j'ai beaucoup souffert. J'avais même des vomissements. Bon, avec le temps, ça a disparu. Je suis mariée, j'ai eu des enfants. Et ça a continué jusqu'à mon 3e enfant. D'ailleurs, ça m'a vraiment bien marqué. Bon, c'est rentré dans l'ordre, très bien. Mais maintenant, je suis grand-maman. J'ai ma petite fille qui va avoir en avril 10 ans.
Ce qui m'inquiète surtout le plus, je voudrais bien que vous en parliez un petit peu, s'il vous plaît, Oui. qui vient d'avoir ses règles. D'accord. À l'âge de 10 ans, bon, je sais que, paraît-il, les dernières années, il y en a beaucoup quand même de petites filles qui ont eu leurs règles quand même assez tôt. Assez tôt. Très Le bien. Christ n'était pas comme ça. Et maintenant, justement, actuellement, elle a ses règles, elle a ces douleurs-là. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, bon, c'est tout à fait normal. Je suis grande-maman, je m'inquiète pour ma petite C'est fille. normal, bien entendu. Voilà, je voudrais bien que vous en parliez un D'accord. petit peu au sujet des trucs Très précoces, bien. là. Des règles précoces au sujet des petites filles maintenant, je ne sais pas. Très bien, très voilà. bien. Donc, Professeur professeur Cassie va vous répondre. Merci pour beaucoup. ces émissions que vous faites. Avec plaisir. Allez, au Merci. revoir et bonne journée. Merci. Bien au Merci docteur beaucoup, aussi. Lydia. Aïe, absalama, au revoir. Selmek. Donc, on va répondre à sa question. Donc, à son troisième enfant, donc ses douleurs de règles ont disparu, et en même temps, donc sur cette puberté précoce que l'on voit ces dernières années. Ben, du moment qu'elle avait cette dame, du moment qu'elle avait des règles douloureuses, c'est que je dirais sûrement, peut-être elle avait une endométriose, voilà. Mais heureusement qu'elle a pu faire des enfants, hein, voilà. Que ça n'a pas été. Et je pense que aussi j'ai compris, elle a peut-être aussi peur que ça soit une maladie génétique héréditaire, tout ça. Oui, c'est vrai que il y a les antécédents d'apparenté comme ça au premier degré, le risque quand même il est multiplié par 5. D'accord. Donc ça peut, tout à fait, exactement. Pour ce qui concerne de la puberté précoce, oui, c'est une puberté précoce. Et là aussi, c'est un facteur favorisant de la survenue d'endométriose. D'accord. Mais il faut toujours faire attention devant des petites jeunes comme ça qui ont des règles très très douloureuses. Avant de penser à l'endométriose, il faut penser aux malformations. Parce qu'elle peut avoir une malformation qui va empêcher l'évacuation des règles et ça donne des douleurs, ils vont la prendre comme endométriose. Alors que ce n'est même pas une endométriose, une petite simple intervention chirurgicale, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, ce que je peux lui dire, il lui faut quand même une consultation. Donc voilà. De préférence, il faut faire une consultation. Donc voilà, emmener sa petite fille vers un professionnel. Tout à fait. De façon à avoir un diagnostic. Et, exactement. On va dire un petit peu pour calmer ses inquiétudes aussi. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc on va rester toujours dans notre thématique. Donc est-ce qu'il y a des causes et des facteurs, on va dire, qui bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, que pour les causes, il n'y a pas de cause. Parce que pourquoi c'est mal connu, la physiopathe, elle est toujours mal connue. Je vous dis que c'est des théories. Mais par contre, il y a des facteurs favorisants. Par exemple, pour les facteurs favorisants, la puberté précoce, c'est un facteur favorisant. Les ménorrhagies, c'est-à-dire des règles trop abondantes. Je pense que vous pouvez me répondre pourquoi. Parce que le reflux va être plus important. Nous, on a dit que pendant les règles, il y a une petite quantité qui va passer. Donc, si la patiente a des règles très, très importantes, c'est-à-dire le reflux tubaire, il va être important. Beaucoup plus important, effectivement. Tout à fait, exactement. Mais aussi, il y a le port de tampon. C'est un facteur favorisant. Il va exagérer le reflux tubaire. Mais en général, c'est ça les quelques facteurs favorisants. Mais une étiologie comme ça, il n'y a pas une étiologie évidente pour l'endométriose. C'est mal connu. C'est mal connu. Et donc, pour la fertilité, est-ce que systématiquement l'endométriose est un facteur d'infertilité? Très bien, merci beaucoup pour cette question. Je vais vous répondre tout de suite par non. D'accord. Ça veut pas dire rassurant. C'est rassurant. Voilà, on va essayer de rassurer les femmes. Ça ne veut pas dire qu'elle a une endométriose, c'est qu'elle va être infertile. C'est faux. On peut avoir une endométriose floride, très très importante, stade 4, mais elle peut faire des enfants. D'accord, mais elle peut quand même se manifester parmi les symptômes de l'endométriose. Elle peut venir consulter. Elle vous dit voilà, j'arrive pas à avoir des enfants. Et quand vous allez la consulter, l'examiner, faire des examens complémentaires, vous trouvez qu'elle a une endométriose. Là, il faut la traiter. Il faut savoir aussi que l'endométriose engendrée par l'infertilité engendrée par l'endométriose, elle est multifactorielle. C'est-à-dire, elle peut donner des adhérences. Les adhérences, elles vont empêcher la grossesse, diminution des chances d'implantation embryonnaire, surtout si on a une adénomiose. Et aussi, ça peut donner aussi tellement des douleurs au moment des rapports. Ça va favoriser la rareté des rapports, donc elle ne peut pas faire des enfants. C'est-à-dire l'infertilité aussi, l'endométriose, elle peut causer une infertilité. D'accord. Très bien. Donc, et pour les traitements?
Voilà, pour le traitement, la haute autorité de santé et les experts en l'endométriose préconisent de stopper, d'arrêter les menstruations. C'est-à-dire par une pilule ostroprogestative ou progestatif, ou bien un DU, c'est-à-dire un stérilet. C'est-à-dire on peut donner un traitement qui va bloquer l'ovulation. Ça va quand même stopper la symptomatologie, surtout la douleur. On peut aussi donner des antidouleurs mineurs, voilà. Et dans certaines situations, on peut avoir recourir à la chirurgie. À la chirurgie. Voilà, c'est au cas par cas. Chaque patiente, c'est en fonction de sa symptomatologie. Il y a certaines patientes qui répondent juste à la pilule, elles sont très très bien. Il y a certaines patientes, non, même la pilule, elle ne fait rien. Là, on est obligé c'est-à-dire d'avancer dans la prise en charge thérapeutique. Très bien. En allant jusqu'à la chirurgie. Donc vous, en tant que professeur et surtout chef d'unité, vous voyez beaucoup de femmes qui viennent consulter pour l'endométriose? Oui. Bon, c'est un motif quand même fréquent. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que douleur endométriose. La première des choses, tout à fait, la première des choses, il faut éliminer les malformations. Parce qu'ici, on a une malformation au niveau de l'appareil génital féminin, au point où il y a une obstruction partielle ou totale de l'évacuation des règles, ça peut donner des douleurs qui peuvent mimer l'endométriose, alors que ce n'est pas une endométriose. D'accord. En fait, il va falloir vraiment faire une recherche, on va dire, approfondie et éliminer, on va dire, chaque maladie ou chaque... Tout à fait. C'est-à-dire il faut qu'elle consulte. D'accord. Si elle présente des règles douloureuses, il faut qu'elle consulte. Il faut qu'elle voie. Il faut qu'elle consulte chez un professionnel de santé. Il va l'orienter, examiner, tout ça. C'est-à-dire il ne faut pas qu'elle demande à sa copine ou sa voisine, voilà, regardez, moi j'ai cette symptomatologie. Hein. Ils vont lui dire, non, c'est bon, vous avez l'endométriose. Non, il faut consulter et vraiment étiqueter et rechercher le vrai diagnostic de l'endométriose. Surtout, comme vous dites, consulter, parce que très souvent, comme je l'ai dit, ça reste quand même un sujet tabou. C'est aussi très handicapant, il faut le dire. Ça peut mener la personne, on va dire, jusqu'aux urgences, tellement que les douleurs sont insoutenables. Ça peut aussi perturber toute la vie, hein, que ce soit pour quelqu'un qui, on va dire, lycéenne, quelqu'un qui poursuit des études, ou même aussi dans la vie de tous les jours. Justement, ce que vous venez de me dire, parce qu'avant, l'endométriose, elle était vraiment méconnue. Et il était culturellement d'avoir mal pendant les règles. Et les femmes qui exprimaient ces douleurs très invalidantes, elles étaient qualifiées comme hystériques, que folles. Vous voyez, ça quand même, ça joue sur le retentissement. Alors qu'il suffit d'étiqueter, de trouver cette pathologie, lui expliquer que vous avez cette pathologie, ça va soulager la patiente. D'ailleurs, la première des choses, elle va vous dire, donc je ne suis pas folle, donc je ne suis pas hystérique. Déjà, c'est déjà rassurant. C'est déjà rassurant. Le fait de lui donner un diagnostic, j'ai eu des patientes et m'ont dit heureusement, finalement, heureusement, j'ai trouvé que j'ai quelque chose. Justement, il y a beaucoup d'errances médicales, étant donné que c'est quand même assez difficile, on va dire, tout de suite à détecter. Beaucoup de patientes, en fait, j'ai écouté des témoignages et en fait, elles sont soulagées. Le jour où elles entendent le mot endométriose, en fait, c'est un soulagement pour eux, c'est une renaissance. Tout à fait, parce que je vous ai dit, pour la société, notre culture, c'est une patiente hystérique, elle est folle, elle exagère, alors que non. En plus, vraiment mal vue, surtout par exemple, on va dire quand par exemple une femme qui est mariée, à chaque fois, on va dire tous les mois, elle a quelques jours comme ça où elle est carrément, on va dire, absente à l'appel parce que franchement, il y a des moments où c'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est vrai qu'après, voilà, mal vue par la société, mal interprétée et difficile à vivre au quotidien. Tout à fait, exactement. Donc, on a parlé donc de l'endométriose avec des douleurs, mais quels sont les symptômes quand c'est une endométriose qui ne présente pas de douleurs? Il n'y a pas de symptômes. Rien qui peut nous alerter. Je vous ai dit, quand est-ce qu'on parle d'endométriose? Endométriose, c'est une maladie lorsqu'elle a des symptômes. Si elle n'a pas de symptômes, ce n'est pas une maladie. Il ne faut pas toucher. D'accord. Donc, tant qu'on n'a pas de douleur... Tant qu'elle n'est pas symptomatique, c'est-à-dire elle est asymptomatique, c'est qu'elle n'est pas malade. Vous pouvez lui dire que madame, vous n'avez rien. Parce qu'elle vient, elle vous dit que voilà, quand j'ai fait l'appendicite, ils ont trouvé, j'ai une endométriose. Est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez des enfants? Elle vous dit oui, j'ai pas mal, je vis la vie. Donc, vous n'êtes pas malade. Très bien. Voilà. Bon, alors, bon à savoir. Si on n'a pas de douleur, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas de douleur, elle arrive à faire des enfants, il n'y a pas une infertilité, c'est que ce n'est pas une maladie. Donc, quand les douleurs de règles disparaissent après un premier accouchement,
parce que bon, on a les douleurs de règles, certaines femmes ont des douleurs de règles, ne savent pas, on n'arrive pas un petit peu dès le départ à savoir est-ce que c'est une endométriose ou non, mais à la disparition, donc après le premier enfant, on va dire que les douleurs de règles disparaissent, est-ce que ça veut dire que ce n'était pas une endométriose? Non, non, du tout. Non plus, non, du tout, il y a aucun lien avec faire grossesse, après grossesse, il y avait endométriose, non, il n'y a aucun lien. D'accord. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Hein. Tout à fait. On dit toujours entre 6 à 7 ans pour pouvoir réellement poser. Pour faire le diagnostic, oui, 6 à 7 ans après, 7 à 10 ans après pour faire le diagnostic. C'est un diagnostic tardif. Un diagnostic tardif. Et généralement, les femmes s'en aperçoivent un petit peu au moment où elles ont envie d'avoir des enfants? Généralement, oui. D'ailleurs, le premier motif de l'endométriose, plutôt le deuxième motif, parce que le premier motif, c'est la douleur, elle vient, elle vous dit, elle n'a pas de douleur, mais elle n'arrive pas à faire des enfants. Et quand on cherche, on trouve qu'elle a une endométriose. C'est-à-dire que c'est une cause d'infertilité. Très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a une endométriose, elle va être infertile. Endométriose, c'est pas stérile. Pas systématiquement stérilité. Voilà. Donc, si vous avez souffert ou vous souffrez d'endométriose ou quelqu'un dans votre famille, vous pouvez nous contacter au 021 23 98 91. On est là pour prendre vos appels. On va parler un petit peu maintenant. On a un petit peu fait le tour sur les symptômes, un petit peu, on a dit le traitement, on a parlé un petit peu brièvement du traitement. Est-ce que le traitement hormonal n'a pas, on va dire, des conséquences? Bon, le traitement hormonal, c'est comme une arme à double tranchant, ça c'est sûr. Oui. Mais nous, c'est en fonction de la sévérité de la patiente. On peut ne pas y aller jusqu'au traitement hormonal, peut-être par des simples antalgiques, antidouleurs, elle peut répondre. Hein. D'accord, il y a des endométrioses minimes. Mais quand on est obligé de prendre une contraception hormonale, ben, on est obligé. Hein. Mais sauf qu'on est obligé d'expliquer à la patiente, voilà, on va vous donner une pilule, maintenant c'est difficile, si vous voulez avoir des enfants, on ne peut pas donner une pilule. C'est-à-dire il faut discuter avec la patiente. D'abord, il faut lui expliquer c'est quoi l'endométriose, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et que c'est une maladie pas très grave, pardon. Voilà. Et il faut lui expliquer aussi quel est le type de traitement qu'on peut donner. On peut lui dire qu'on va commencer d'abord par les antidouleurs, après le traitement hormonal, on peut passer au stérilet, on peut passer à la chirurgie. C'est-à-dire il faut lui expliquer quelles sont les armes thérapeutiques. Voilà. C'est important d'expliquer tout ça de façon déjà à rassurer et en même temps, on va dire, elle verra un peu mieux comment prendre en charge cette maladie. Si elle ne comprend pas, déjà elle ne va pas vous suivre, elle ne va pas prendre même pas son traitement. Il faut lui expliquer d'abord, il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a. Je vous ai dit que 50% du traitement, c'est de la rassurer. De lui dire d'ailleurs, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas hystérique, vous avez une endométriose qu'on peut traiter, elle va être déjà traitée à 50%. Après, il y a aussi un volet très très important, c'est le soutien psychologique. Il faut le soutien psychologique, il est très très important. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important ce soutien psychologique? Il est aussi important parce que, comme je vous ai dit, que la douleur, déjà la patiente, je ne sais pas comment vous expliquer, pour elle, elle n'est pas normale. Elle dit pourquoi tous les autres, ils ont des douleurs, mais ils arrivent à vivre et à mener leur vie le plus normalement possible, alors que moi, non. Elle va être déprimée, elle ne va pas être bien moralement. C'est important. D'ailleurs, dans la prise en charge thérapeutique, c'est une prise en charge, triple prise en charge. D'abord, bien sûr, c'est les gynécologues. Bon, on peut avoir recours même aux chirurgiens s'il y a des localisations digestives ou ailleurs. Les urologues, s'il y a une localisation au niveau de l'appareil urinaire. Mais surtout, si on fait tout ça sans soutien psychologique, je pense que on ne va pas avoir de bons résultats du traitement. Il faut lui expliquer, il faut une psychothérapeute. D'accord. Donc on va revenir au côté, avant d'entamer donc, le côté psychologique, je voudrais juste qu'on refasse le point. Quand par exemple dans notre famille, que ce soit notre mère ou notre grand-mère, souffrait de douleur, est-ce que ce n'est pas un élément qui va nous mener peut-être à faire une recherche? On va se dire
peut-être, c'est étant donné que c'est héréditaire, par exemple comme on fait avec le diabète, avec ces maladies héréditaires, on va dire on est plus conscient et on va se dire peut-être qu'on va commencer à faire les recherches un peu plus tôt. Est-ce que peut-être une hygiène de vie ferait en sorte d'améliorer cette... D'accord. D'après ce que j'ai compris, ce que vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il y a un dépistage? Oui. Est-ce qu'on peut dépister? Ben, il n'y a pas d'études qui parlent de dépistage d'endométriose. Il ne faut pas dépister les femmes endométriosiques. D'accord. Elle a des symptômes, on la prend en charge, on la traite. Elle n'a pas de symptômes, il ne faut pas chercher. Ce n'est pas comme le cancer du sein ou le cancer du col, il faut dépister tous les 2 ans, tous les ans. Non, l'endométriose, il n'y a pas de dépistage. D'accord. Et en plus, ça va engendrer de l'anxiété plus. Non, moi, ma mère ou ma soeur, elle Justement, a ça. c'est un facteur de stress. C'est un facteur de stress. Ça peut être stressant. Voilà, mais je pense qu'une petite consultation, ça peut les rassurer. Écoutez, madame, si vous n'avez pas de symptômes, il ne faut pas chercher. Voilà, mais si vous avez des symptômes, oui, d'accord. Mais pour dépister, il n'y a pas de dépistage préconisé ou recommandé par les sociétés savantes de dépister l'endométriose. D'accord, donc pas lieu de s'inquiéter. Même si dans la famille on en souffre, si nous-mêmes on n'a pas de douleur, donc pas lieu de... Très bien. Très bien. On va revenir maintenant au volet psychologique qui est très très important. Donc après déjà une longue errance médicale, souffrir on va dire presque en silence, ne pas pouvoir en parler facilement autour de soi, que ce soit on va dire dans le milieu familial ou autre. Donc vous préconisez systématiquement d'avoir un soutien psychologique? Oui. Je vous ai dit, pour avoir des résultats, il faut avoir un soutien psychologique. Traiter sans soutien psychologique, je pense que ça ne sert à rien. Il faut un entretien psychologique, il faut une consultation de psy. D'ailleurs, l'annonce, déjà, il y a une manière psychologique comment annoncer. D'accord, comment annoncer que ce n'est pas une maladie grave, ce n'est pas mortel, c'est pas... il faut lui annoncer que c'est une pathologie. C'est vrai que chronique, c'est comme le diabète, c'est comme l'HTA. Il faut savoir comment lui annoncer les choses. Mais une prise en charge psychologique, elle est très, très importante. Donc vous la recommandez systématiquement à vos patientes? Ah oui, oui. Ah oui, c'est systématique. Pour avoir de bons résultats, il faut avoir un entretien psychologique. Oui. Est-ce que d'un point de vue médical, est-ce que ça peut un petit peu altérer son côté, on va dire le côté femme? Bien sûr, oui, bien sûr, parce que déjà pour elle, elle pense qu'elle n'est pas comme les autres femmes. C'est une femme anormale. C'est une femme, je ne sais pas, hystérique. À chaque fois, je suis en train de la répéter parce qu'ils les prennent comme ça. Mais ça affecte sa psychologie. Donc, on a un appel, donc on a Yasmina d'Alger. Yasmina, pardon. Oui. Bonjour. Yasmina, bonjour. Un témoignage. Allez-y, madame. Bon, c'est pour les douleurs de règles. Je voulais vous dire que moi, à l'âge de 12 ans, j'ai eu mes règles, avec des douleurs atroces jusqu'à ma ménopause. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, c'était des douleurs vraiment... C'est handicapant, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, quand j'étais jeune fille, c'était normal chez mes parents et tout. J'étais à l'aise, mais une fois mariée avec une belle-mère, avec des beaux-frères et tout, c'était vraiment un grand problème pour moi. Après, je prenais beaucoup d'anti-inflammatoires et maintenant j'ai eu des problèmes de santé pour les anti-inflammatoires que j'ai prises. D'accord. Vous avez eu des enfants? Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci surtout de suivre notre émission. Merci. Donc, un témoignage poignant. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment. Voilà. C'est pas évident aussi devant la famille, chaque mois c'est pas évident, hein. Mais bon, je lui dis que heureusement qu'elle a fait des enfants, voilà. Oui. Et c'est ça l'endométriose. C'est une prise en charge psychologique totale, la famille, le mari, tout le monde. Donc on entend déjà qu'on doit supporter ces douleurs et on doit aussi affronter donc le regard et le poids, on va dire, de la société.
Elle a parlé aussi des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Justement. Oui, tout à fait. Les antidouleurs, il faut, quand on les donne aux patientes, il faut qu'on leur explique le risque à long terme. Il ne faut pas les prendre à long terme. Il y a le risque d'ulcère, il y a le risque d'atteinte rénale. Il ne faut pas prendre comme ça les anti-inflammatoires. C'est-à-dire, il y a une indication, on sait quand est-ce qu'il faut les arrêter. Il ne faut pas les prendre à long terme comme ça. Non, pas d'automédication. Tout à fait. Pas d'automédication. Il Voilà. faut qu'elle consulte. Elle suit son médecin. C'est son médecin qui va la guider. Qu'est-ce qu'elle va prendre, qu'est-ce qu'elle ne va pas prendre. D'où l'importance d'avoir son médecin, son gynécologue attitré, qui va, on va dire, nous suivre, si possible, on va dire, tout au long, on va dire, de notre vie, hein, s'il y a possibilité. D'où le médecin de famille autrefois, donc il connaissait toute la famille, chaque cas, et en fait, il pouvait, on va dire, plus facilement diagnostiquer. Tout à fait. Donc, nous avons encore un autre appel. On a Céline de Betna. Deux Céline. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien, je vous remercie. Merci de votre appel. Merci à vous. J'ai deux préoccupations. D'abord, j'aimerais bien savoir s'il y a un traitement définitif pour l'endométriose. Donc, je suis étudiante en médecine, donc ça m'intéresse de connaître ça. La deuxième question, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que la grossesse diminue la symptomatologie et les douleurs de l'endométriose. Est-ce que c'est vrai ou non? Très bien. Merci beaucoup, Céline, pour votre question, et le professeur va vous répondre tout de suite. Bon, bien sûr, elle a dit que pendant la grossesse, l'endométriose, généralement pendant la grossesse, l'endométriose disparaît. Parce qu'il n'y a pas les variations hormonales. D'accord. C'est une amélioration. Pendant la grossesse, elle ne va pas souffrir de douleur. Ça c'est sûr. Je pense que c'est ce qu'elle a posé comme question. Oui. Voilà. C'est vrai que la grossesse, c'est comme quand on donne la pilule. On bloque la sécrétion hormonale. C'est la même chose pendant la grossesse. C'est un moment apaisant pour la patiente. Voilà. Donc, très bien. Et donc, pour la guérison, elle a posé la question. Pour la guérison, tout à fait. Pour la guérison, malheureusement, c'est une maladie chronique. On ne peut pas guérir d'un diabète. On ne peut pas guérir d'une hypertension artérielle. C'est la même chose pour l'endométriose, sauf que à la ménopause, elle disparaît. Justement, c'est cette question que j'allais vous poser. Donc, est-ce que la ménopause, ces douleurs disparaissent? Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a plus de variations, ces variations hormonales. C'est-à-dire ces cellules ectopiques, elles ne vont plus être sensibles aux variations hormonales. Ça disparaît à la ménopause. Sauf si cette endométriose, elle a laissé des séquelles d'adhérence, c'est-à-dire elle a tout un abdomen adhérentiel, elle va continuer à avoir ces douleurs. C'est une maladie chronique. D'accord. Est-ce que la chirurgie donne de bons résultats? Oui, surtout quand on a des adhérences comme ça, oui, ça donne. On peut faire ce qu'on appelle une adhésiolie, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est adhérent. Ça peut donner aussi, hein. Oui, ça peut donner. De bons résultats. Oui, ça peut donner, tout à fait. Très bien. On va rester un petit peu sur le côté émotionnel. Donc, vivre au quotidien déjà avec des douleurs, ça reste aussi stressant. C'est vraiment un facteur de stress? C'est un facteur, oui, bien sûr, c'est un facteur de stress, hein, tout à fait. Hein. Il y a certaines patientes, elles vous disent moi, je vis que 20 jours par mois. Exactement, oui. Voilà, c'est pas une maladie quand même facile. Hein. Il faut les comprendre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis et je redis toujours, la prise en charge psychologique, elle est très très importante. Est-ce que c'est important pour une femme qui souffre d'endométriose, on va dire qui est mariée, que son mari soit, on va dire impliqué dans cette maladie? Bien sûr, c'est un soutien psychologique pour elle. Hein. C'est la première personne. Voilà. C'est important. Surtout peut-être leur faire comprendre, parce qu'on va dire que la gente masculine doit un peu mieux comprendre cette maladie. Déjà les douleurs de règles, on va dire sans maladie déjà, ça reste handicapant. De 3 jours par mois. Exactement. Là par contre l'endométriose, on parle d'une dizaine de jours, on va dire pratiquement d'absence. Exactement, tout à fait. Là, c'est pour ça qu'on préconise une consultation de couple. Parce qu'il faut qu'il comprenne ce qu'elle a pour pouvoir la comprendre. Donc vous préconisez d'accompagner? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Très bien. Tout à fait.
Donc, pendant votre parcours, est-ce que vous avez, on va dire, eu des cas un petit peu spéciaux, quelque chose vraiment des patients qui vous ont marqué, ou par exemple, je ne sais pas, des réussites ou Oui, des guérisons plutôt? Tout à fait. Bon, je ne dis pas guérison parce qu'on ne peut pas guérir d'une endométriose. Lorsqu'elle est là, elle est là. Mais j'ai eu quand même des patientes qui avaient une hypofertilité, une infertilité, et puis ils ont pu faire une grossesse, ils ont eu des enfants. 4-5 ans après, ils ont eu des enfants. C'est une bonne chose quand même. Voilà. Est-ce que l'endométriose a des stades? Oui, bien sûr, il y a des stades. Il y a le stade minime, il y a 4 stades. Quels sont ces 4 stades? Bon, les stades, généralement, on les fait en chirurgie. Quand on fait la célioscopie, on détecte. Il y a le stade modéré, minime, moyen et sévère. Et la chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre symptômes et stade. C'est-à-dire, on peut avoir un stade 4, très sévère, et la symptomatologie, elle est minime. Comme on peut avoir un stade 1, et la symptomatologie, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir une endométriose asymptomatique. Elle n'a aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de corrélation entre stade et symptômes. Et symptômes, d'accord. Voilà. Pour un sujet tabou comme celui-là, qu'est-ce que vous préconisez? Il y a l'association algérienne de lutte contre l'endométriose. Tout à fait, voilà. Donc il y a une association qui œuvre au quotidien. Le 24 novembre 2024, donc il y a eu une conférence où il y a énormément de médecins qui ont participé pour un petit peu vulgariser, parce qu'il est important, il est, on va dire, pratiquement impératif qu'on en parle, que ça ne soit plus un sujet tabou, de façon à ce que ça soit accepté. Exactement, voilà. Tout à fait, ça, je pense que c'est le rôle des médias, votre rôle. Voilà, il faut parler. Comme ça, les femmes, quand elles vont entendre déjà un sujet qui est courant, on parle souvent, c'est déjà bien pour elle. Elle peut parler, elle peut... voilà, je pense que ça aussi, c'est votre rôle. Voilà. Très bien, justement, c'est ce qu'on essaye de faire, donc de vulgariser, d'en parler au maximum. Une dernière question en ce qui concerne l'endométriose. Est-ce qu'une hygiène alimentaire pourrait améliorer l'endométriose? Très bien, Madame Mariam. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données scientifiques suffisantes pour pouvoir recommander un régime ou un traitement complémentaire. Malheureusement, il n'y a pas. D'accord. Honnêtement, malheureusement, il n'y a pas des études qui ont été faites avec des résultats. Mais bien sûr, l'hygiène de vie, elle est importante. Bien manger, faire du sport, c'est important. Sauf qu'il y a aussi autre chose, on peut les préconiser. Traitements antidouleurs comme par exemple la sophrologie, le yoga, l'acupuncture. Ça aussi, ça peut agir sur... c'est des traitements antidouleurs. Donc, c'est des traitements qui sont doux déjà? Oui, c'est un traitement... Avec des faits indésirables, comme nous l'a dit, comme le témoignage de la dame. Donc, après avoir pris des anti-inflammatoires, elle a des séquelles aujourd'hui. Donc, plutôt aller dans toutes ces... Exactement, la médecine parallèle, exactement, tout à fait, la médecine. La sophrologie, je connais une patiente, elle a bien répondu à la sophrologie, yoga. Ça aussi, il faut en parler, il faut les encourager. Allez-y, faites ça, peut-être vous allez répondre. Il y a certains patients qui ont bien répondu. Donc, les bonnes recettes de grammaire, des bonnes tisanes aussi? Bonnes tisanes, là, j'ai... Bien entendu, de préférence des tisanes où on va acheter chez Asségen Herboribe, un professionnel. Exactement, bien entendu. Voilà. C'est-à-dire, si on parle sur matière-études, il n'y a pas d'études comme ça scientifiques qui en parlaient, il faut prendre telle tisane, telle plante. Tisane, allez, on va dire verveine. La verveine, oui. La verveine, c'est à volonté, il n'y a pas de souci. Et pas de contre-indication. Effectivement, on parle de médecine douce, mais c'est vrai que même les plantes aussi peuvent jouer un rôle, même aussi stopper certains... Elles peuvent donner une insuffisance rénale. Tout à fait. Qui est dans la majorité des cas mortels. Voilà, donc phytothérapeute, comme nous le rappelle Farida, phytothérapeute et des personnes professionnelles en la matière. Exact, très bien. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Merci à beaucoup. vous. Merci en tout cas, ce fut un plaisir. J'espère que nos téléspectateurs ont apprécié et qu'on en sait un peu plus maintenant sur l'endométriose. Tout à fait. Voilà, je profite, Madame Mariam, de dire que mon message final est simple, c'est que l'endométriose, c'est pas une fatalité. D'accord. C'est pas une fatalité. Une prise en charge précoce, multidisciplinaire, soutien psychologique, il est possible d'améliorer la qualité de ces femmes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur. Voilà, le message est passé. On arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accompagner pendant cette semaine. Je vous dirai, c'est toujours sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.